Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 14 mars 2021 et nous avons le plaisir de recevoir dans votre émission le jury du dimanche iRadio, première radiovision du Sénégal, ITV et iMedia.sn, le directeur général de l'AIBD, Aéroport International Blaise Diagne de Diass, Doudou Ka. Bonjour. Bonjour Mamoudou, je voudrais vous remercier pour cette invitation et profiter pour saluer l'ensemble des Sénégalaises, Sénégalais et étrangers qui nous suivent actuellement. Alors, vous êtes, en plus de vos fonctions de DG de l'AIBD, membre de la Task Force républicaine. Vous avez dirigé également le FONGIP comme administrateur général. Doudou Ka est aux commandes de l'AIBD depuis décembre 2020. Il vient donc, ce dimanche 14 mars 2021, de boucler ses premiers jours comme pilote en chef de cet aéroport. On dit des 100 premiers jours, une période de grâce accordée au nouveau manager pour prendre ses marques et élaborer sa stratégie. Le manager doit veiller à mettre en place des rituels et créer une alliance avec son équipe. Il doit poser son leadership et bien comprendre le contexte rationnel. Fin de citation. Vous avez fini de poser votre leadership? D'abord, comme vous venez de le dire, je viens de faire exactement 104 jours aujourd'hui à la tête de l'AIBD et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis d'avoir la santé pour tenir jusque-là. Et donc, depuis, comme vous le savez, AIBD, depuis son ouverture en décembre 2017, s'est focalisé de décembre 2017 à 2020 sur l'ouverture de l'aéroport et sur le bon fonctionnement de tous les services aéroportuaires. Vous arrivez en décembre 2020 comme Père Noël. J'arrive d'imposer votre marque. J'arrive à un moment où un aéroport est fortement, en tout cas, impacté par la crise sanitaire de la Covid-19 et il fallait tout de suite se focaliser sur les nouveaux défis à relever pour atteindre l'ambition du plan Sénégal émergent. Puisque depuis l'arrivée du président Macky Sall en 2012, il n'était pas seulement question de déplacer l'aéroport de Dakar de Yoff à Diass, mais pour aller plus loin, pour faire de cet aéroport le premier hub de la sous-région. Et comme tout le monde le sait, nous sommes aujourd'hui concurrencés principalement par Accra et par Abidjan, qui ont également cette ambition, et également Casablanca, qui ont tous les trois l'ambition que leur aéroport soit un hub, le premier hub de la sous-région ouest africaine. Donc il fallait, dès mon arrivée, mettre en place le plan stratégique pour, face à cette concurrence et face à ce nouveau défi, proposer, en tout cas, établir un plan stratégique 2021-2025 pour atteindre cet objectif qui est, je le rappelle, un objectif du plan Sénégal émergent, décliné d'ailleurs il y a 2 ans dans le plan stratégique opérationnel du ministère du Tourisme et du Transport aérien. Et donc, ce plan stratégique a été élaboré en fast-track, puisque nous sommes en pleine concurrence sous-régionale. Donc, ce plan a été élaboré et bouclé la semaine dernière, et donc devrait être mis en œuvre dès la semaine prochaine. Donc, il s'agit, ce plan est bâti autour de 4 piliers, de 12 objectifs et de 21 projets phares. On le sait, concernant les piliers, il y a d'abord la génération de trafic, parce qu'on ne peut pas devenir hub aérien sans un trafic important. Et par rapport à ce trafic, il y a un certain nombre d'objectifs. Vous l'avez rappelé tantôt, c'est accompagner le développement de notre compagnie aérienne, parce qu'il n'y a pas de hub aérien sans une compagnie aérienne nationale forte. Et donc, dans notre stratégie AIBD, c'est de permettre à Air Sénégal de l'accompagner, à devenir une compagnie forte et à mettre les conditions d'aménagement pour que
en tout cas, cette compétition de devenir un hub, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus de passagers en transit, donc transfert important, de mettre les aménagements nécessaires à AIBD pour que Air Sénégal soit une compagnie forte, mais également de mettre en place tous les services aéronautiques. Donc c'est dans ce sens que le président de la République nous a instruit, comme vous le savez, lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, de construire un centre de maintenance aéronautique à l'aéroport de Dakar, de construire une nouvelle aérogare fret, mais également de construire une école internationale des métiers de l'aviation pour permettre d'accompagner cette génération de trafic, mais également le renforcement de l'autorité de l'aviation civile et le renforcement de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire. Donc, ça, c'est le premier pilier avec les différents projets importants. Si vous voulez, on reviendra sur les 3 autres piliers parce qu'il nous faudra également aborder des questions d'actualité, je vous le promets. Vous avez occupé plusieurs fonctions directionnelles et vous êtes ingénieur civil des ponts et chaussées, expert en financement structuré et banquier d'affaires. Question d'actualité, Doudouka, ce sont ces manifestations récentes au Sénégal, manifestations d'ailleurs violentes, avec des morts, on parle au moins d'une dizaine. Une manifestation a été prévue ce samedi à l'appel du M2D, l'organisation qui s'est constituée regroupant des partis d'opposition mais aussi des organisations de société civile. Manifestation qui a été annulée finalement grâce à la médiation des chefs religieux, notamment du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Comment avez-vous vécu ces récents événements? Mamoudou, permettez-moi tout d'abord de présenter mes condoléances aux familles éplorées, à mes parents de Bignona et de Diaoubé, de leur témoigner également, de témoigner ma compassion à tous les blessés et aux personnes qui ont perdu leurs biens et des fois leur emploi tout court. Je voudrais également saluer la clairvoyance du chef de l'État qui a su éviter à notre pays un bain de sang malgré les provocations et les incitations à la violence. Féliciter le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité qui ont su intervenir avec des règles d'engagement conformes au maintien d'ordre public. Et donc, des FDS accusés de violence, d'avoir fait usage d'armes et d'être responsables des morts. Quand on connaît l'État, on sait que les règles d'engagement qui ont été observées sont dans le strict des règles de maintien de l'ordre public. Le maintien de l'ordre public, ce n'est en aucune façon ces forces de l'ordre ont utilisé la force, la vraie force de l'État. Donc c'est malheureusement des pertes énormes. Mais souvent, c'est inhérent à tout type de manifestation non maîtrisée avec une telle violence où les forces de l'ordre doivent maintenir l'ordre public et doivent des fois être en position de légitime défense. Mais vous n'avez pas l'impression qu'elles ont fait usage de la force de manière excessive? L'usage de la force, c'est celui qui connaît l'État et qui connaît les règles d'engagement de ces forces de l'ordre. C'est que l'usage de la force n'a pas été du tout observé nulle part. Vous l'avez vu dans les manifestations. Qui est responsable de ces morts alors? On y reviendra. Je pense que l'enquête qui a été en tout cas ouverte, qui sera ouverte par les autorités, permettront de situer les responsabilités des uns et des autres. Pour ma part, c'est vrai qu'une certaine opinion, vous l'avez dit, nationale et internationale, a présenté en tout cas cette crise comme un recul démocratique ou un recul de l'état de droit,
ou bien même des fois comme un échec des politiques publiques. Pour ma part, j'ai l'intime conviction que cette crise a ceci de positif qu'elle a fini de démontrer la vitalité démocratique de notre pays, puisque malgré les pertes énormes qui sont à regretter, la jeunesse s'est exprimée et s'est fait entendre, s'est fait entendre même si les méthodes ont été décriées. Est-ce que c'est une situation qui n'aurait pas pu ou dû être évitée avec les alertes quand même qui n'ont pas cessé? Pour ma part, Mamadou, il faut se rappeler que depuis 12 mois, le Sénégal, comme dans tous les pays du monde, a été impacté par une crise sanitaire qui a, en tout cas, sa durée a eu des conséquences, amené une crise économique et sociale. Et dans tous les pays du monde, ce n'est pas seulement le Sénégal. Et donc politique, crise politique aussi. Crise sociale. Je ne suis pas encore venu à la crise politique, là c'est arrivé. Donc cette crise couvre, en fait, dans nos pays, couvre une bombe sociale latente, très latente dans tous les pays de la sous-région. Et donc il ne fallait pas plus qu'une simple séance de massage nocturne dans une période de couvre-feu qui a mal tourné et qui a été, à mon sens, et je l'ai rappelé tantôt, bien exploité politiquement et médiatiquement par un opposant pour être le détonateur. Je voudrais dire l'étincelle qui a allumé cette bombe sociale latente. Pas seulement au Sénégal, mais dans toute la sous-région, même dans les autres pays. Puisque vous parlez d'une séance de massage, je me vois obligé de rappeler les faits des accusations de viol et de menaces de mort d'une jeune masseuse Adji Sarr contre M. Ousmane Sonko, président du parti des PASTEF. Mais justement, M. Ousmane Sonko parle de complot et dans d'ailleurs la plateforme revendicative du M2D, il est fait appel aux chefs de l'État et aux autorités de l'État de faire cesser les poursuites et de faire cesser toute sorte d'intimidation des opposants. Vous dites séance de massage, mais après, il y a une crise politique qui s'en est suivie. Oui, mais comment vous pouvez le comprendre? Mais c'est par une séance de massage. Oui, des accusations de complot contre le pouvoir. Non, ont été bien exploitées médiatiquement et de façon planifiée, de façon organisée par une certaine opposition. Le pouvoir est accusé de complot. Qu'est-ce qu'il doit faire? Non, je pense que sur ce domaine, sur ces aspects juridiques, le dossier, comme vous le savez, est en cours d'instruction. Et d'ailleurs, j'ai pas mémoire qu'il y ait une fois une intervention de ce type pour un dossier qui est en cours, qui n'a pas fini d'être traité. Et donc, je le regrette parce que je tiens à un état de droit. Et je tiens à ce que l'indépendance de la justice soit consacrée par tous les acteurs, que ce soit les acteurs du pouvoir et de l'opposition. Le M2D demande la fin des poursuites contre M. Ousmane Sonko. Bon, je le regrette. Je regrette cette demande, puisque ni l'intéressé qui a dit qu'il est pressé qu'il y ait que justice soit faite, ni l'État à travers un message fort du président de la République, a demandé à ce que la procédure soit continue jusqu'à son terme. Donc, il faut qu'on reste dans les principes d'un état de droit, dans une justice indépendante, et que, de toute façon, cette crise également, vous l'avez dit, a démontré la robustesse des catalyseurs sociaux, en tout cas des catalyseurs sociaux que sont nos chefs religieux, une certaine partie de la société civile, une certaine presse. Oui, avec l'annulation de la marche qui était prévue avec ce samedi. Avec l'annulation de la marche. Donc, cette robustesse de notre démocratie, justement, qui vient s'adosser à un État fort, avec un chef d'État avisé et clairvoyant, qui a su, au moment, en tout cas un bon moment,
qui a eu l'heureuse inspiration de trouver des solutions de sortie de crise. Et donc, aujourd'hui, moi, je voudrais me réjouir, en tout cas, de ces dispositions du chef de l'État et de tous les acteurs pour appeler à la sérénité, au calme, à la cohésion nationale et au respect des principes républicains qui sous-tendent notre vivre ensemble et notre nation. Justement, le fait que les chefs religieux soient considérés comme la caution morale de cette médiation qui a abouti à l'annulation de la marche du M2D qui a également, en soumettant sa plateforme revendicative, en a fait copie au khalife général des Mourides. Est-ce que ça ne signifie pas que les différentes parties doivent aujourd'hui se sentir moralement liées, aussi bien du côté du président de la République, donc du pouvoir, que du côté également des autres acteurs de l'opposition et de la société civile? 10 points de cette plateforme revendicative qui attendent satisfaction. On dit souvent que les crises sont des sources de progrès, si on sait en tirer les bonnes leçons. Et c'est cela que je suis en train de voir parmi ces revendications, ces actions de la société civile, de l'État, du pouvoir. Ça démontre que cette crise a permis à tous les acteurs de tirer les bonnes leçons et d'aller vers justement l'appel du président de la République à une sérénité et à la consolidation de l'état de droit et d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, Mamadou, le président l'a rappelé, c'est une crise quand même, la crise ressentie, c'est une crise sociale et économique. Et l'essentiel, le président a commencé par l'allègement du couvre-feu, mais également des mesures importantes au niveau de l'emploi, 350 milliards pour le financement de l'encadrement de la formation et de l'emploi des jeunes, mais également un appel à la concertation, aux échanges avec justement les organisations des jeunes pour comprendre les véritables raisons qui ont entraîné en tout cas cette crise de la jeunesse. D'accord, on va revenir sur les mesures annoncées par le chef de l'État, mais je ne vous lâche pas sur la plateforme revendicative. Le MD2 demande que le chef de l'État constate l'impossibilité constitutionnelle et morale de se présenter à l'élection présidentielle de 2024, vous répondez quoi? C'est une question qui concerne directement le président de la République. Je pense que le président de la République a démontré qu'il était un grand homme d'État et qu'il sait écouter son peuple et qu'il a une ambition forte pour ce pays qu'il va amener vers l'émergence. Et donc, toutes ces réponses attendues, je pense que seront au moment opportun, en tout cas rendues publiques sur la table par le président de la République. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un échange, en tout cas qu'il y ait des débats démocratiques, des positions qui sont des positions de l'opposition de la société civile et du pouvoir, parce que la démocratie, c'est d'abord l'échange libre de nos convictions, de nos visions et de nos perceptions de la Constitution. Un gouvernement d'union nationale est-il souhaitable aujourd'hui au regard du contexte? Vous êtes un acteur politique, j'interpelle l'acteur politique aussi que vous êtes. Mais je suis aussi un membre de l'exécutif et donc j'ai un patron qui est le chef de l'État. Dans la Constitution, c'est le chef de l'État qui détermine la politique de la nation et donc qui choisit ses hommes, son équipe. Et donc je pense que le président de la République, c'est une question qui ne me concerne pas, bien que en tout cas, je peux donner mon opinion à l'intéressé, mais je pense que ma position actuelle ne me permet pas de donner cette opinion, en tout cas de façon publique. Vous ne me direz pas à moi. Alors, je rappelle que le jury du dimanche, iRadio, iTV, imedia.sn reçoit Doudouka, directeur général de l'AIBD. Il est également membre de la Task Force républicaine. Sur les morts, certaines organisations, y compris de défense des droits de l'homme, disent
qu'il ne faut pas exclure de saisir la Cour pénale internationale? Je pense que dans cette question, il faudrait situer les responsabilités. Mamadou, parce qu'on ne peut pas appeler les jeunes à un combat des gladiateurs, à descendre dans la rue, avec une violence verbale qui a surpris beaucoup de républicains, et se précipiter pour aller vouloir présenter une plainte contre l'État au niveau de la CPI. Je pense que s'il y a une enquête sérieuse qui est menée plus tard par la CPI, je pense que les gens qui sont partis, en tout cas, présenter cette plainte seront les premiers inculpés. On rappelle quand même que le Macky Sall, candidat à l'époque, en 2012, n'avait pas hésité à saisir la CPI sur des violences mortelles et meurtrières sous le régime de son prédécesseur. Je dis, Macky Sall n'a jamais appelé à la violence et au combat de gladiateurs. Vous pensez que de l'autre côté, il y a eu un appel à la violence? Non, mais c'est clair, c'était visible. C'est des conférences de presse qui sont là où, je répète les mots, c'est un mortel combat, c'est un combat de gladiateurs. Donc ça, c'est clair, hein, c'est un langage dissimulé, c'est très très clair. Et donc, pour moi, il faut se désoler de cela parce que Mamadou, il y a et je l'avais dit, je l'avais écrit dans une tribune que j'avais faite. Il y a 1 an de cela, au-delà de la politique Le Grand Sénégal, où j'avais dit qu'au Sénégal, la politique est devenue méconnaissable, puisque à la place de la lutte idéologique, programmatique, on est passé à l'hystérie du pouvoir, à la délation, à la manipulation, à la désinformation, aux menaces. Et c'est vraiment déplorable parce que, en réalité, cela témoigne d'une passion que nous avons tous de notre pays. Donc ça n'en vaut pas la peine. Et donc, il faut, à mon sens, revenir à des principes qui sous-tendent notre démocratie, qui sous-tendent la nation sénégalaise, un peuple, un but et une foi. C'est très important. Et aujourd'hui, on voit que des dérives, même ethniques, sont notées parce que les politiques ont une grande responsabilité. Et nous sommes là, nous sommes dans notre sous-région. On a vu que quand on avait banalisé dans un pays voisin l'ivoirité, quelles ont été les conséquences les années suivantes. Donc pour moi, je voudrais interpeller les Sénégalais et les Sénégalaises, en tout cas toute l'opinion, en tout cas à dire non à ces pratiques, qui ne font pas avancer notre pays et qui risquent de nous amener dans des épreuves difficiles. Le jury du dimanche avec Doudou Ka, directeur général de l'AIBD, le président de la République a réitéré son appel à l'apaisement, vous en parliez tout à l'heure, et annoncé une série de mesures, notamment la réorientation du budget 2021 pour mieux prendre en charge la question de l'emploi des jeunes. Cela va-t-il dans le sens de son message à la nation du 8 mars, puisque ces mesures ont été annoncées en Conseil des ministres? Pour certains, la réponse est non. Vous, votre réponse qui coule de source, mais... Non, mais à vrai dire, je me rappelle que quand la directrice générale, l'ancienne directrice générale du FMI était passée à Dakar, après sa visite il y a quelques années, je me rappelais de ces 2 mots il avait trouvé que le plan Sénégal émergent était très très bon, une bonne vision, et elle avait rappelé au gouvernement deux choses. C'est-à-dire, elle avait dit que le défi du gouvernement, c'était l'emploi des jeunes, 2 défis majeurs, l'emploi des jeunes et la redistribution des fruits de la croissance pour qu'il y ait une inclusion sociale. 2 défis majeurs. Bon,
On n'est pas forcément adepte des politiques du FMI et de la Banque mondiale, mais d'accord, mais justement, est-ce que ce n'était pas déjà une alerte? Non, oui, c'était des défis, mais c'était des défis, une alerte, si vous voulez, mais Mamoudou, au Sénégal, 75% des Sénégalais au moins de 35 ans sont des jeunes. Mais ça, vous le saviez déjà. J'en viens, laissez-moi développer s'il vous plaît. 75% sont jeunes et chaque année, il y a 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi qui viennent se greffer au stock important déjà existant. Ce qui fait de ce défi d'emploi des jeunes un défi majeur, le premier défi pour tout gouvernement. Et quand le président Macky Sall est arrivé, il y avait un certain nombre de failles de marché qui n'existaient pas. Donc donc le premier mandat lui a servi de mettre en place, Mamoudou, les instruments, le modèle économique, de définir les modèles économiques, mais de mettre en place les instruments financiers et non financiers pour apporter des réponses structurelles. C'est dans ce cadre-là que je peux citer la BND, le FONGIP, le FONSIS, le FONAMIF, récemment l'ADER et autres, pour apporter des réponses structurelles. Moi, je prends l'exemple du FONGIP. En cette année où j'étais à la tête, nous avons défini un nouveau modèle puisque le FONGIP venait réparer une faille de marché bancaire où il y avait une absence de garantie qui avait entraîné un gap de financement, un gap annuel, je ne dis même pas un gap annuel de 516 milliards par an. Il fallait combler ce gap et pour combler ce gap, il fallait une structure de garantie. Et quand on l'a mis en place, depuis 2013, avec des résultats entre 65 milliards de financement en 7 ans, 40 000 emplois et 93% de taux de recouvrement. Donc, ce qui fait dire que le modèle est bon. Mais plusieurs fois, nous avons dit que pour qu'on ait un impact significatif dans notre économie et au niveau de l'emploi, il fallait amener ces instruments à l'échelle. Puisque avec 10 milliards par an, on pouvait être bon, ça pouvait être de bons modèles, mais on n'avait pas d'impact sur l'emploi et sur l'économie. Oui, le résultat est là aujourd'hui. Ça veut dire que vous n'avez pas été entendu. Non, c'est un processus. Je pense que c'est une belle opportunité pour le gouvernement. Cette crise devient une belle opportunité pour le gouvernement de mettre à l'échelle tous ces instruments. On avait parlé pour le FONGIP que je connais bien, ou l'ADER, 50 milliards au minimum par an pendant 5 ans et l'ADER 100 milliards pendant 5 ans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle opportunité qu'a le gouvernement pour mettre en place la vision du président de la République. Je rappelle que le président de la République, en 2012, dans le programme Yoonu Yokkute, il avait dit FONGIP, minimum 40 milliards par an, et FONSIS, 250 milliards, pour qu'on ait de l'impact. Et le gouvernement, à mon sens, avec l'instruction du président de la République d'aller en fast-track et de mettre ces documents à l'échelle pour... Donc, réorientation, le mot est lâché. Mais justement, Doudouka, est-ce que tous ces milliards investis dans le TER, dans certaines infrastructures qui peuvent être utiles, mais est-ce qu'elles sont urgentes par rapport à la forte demande en emploi chez les jeunes, mais aussi les femmes qui doivent être mieux insérées parce que aussi elles constituent plus de la moitié de la population? Est-ce que le TER cet argent n'aurait pas eu à être utilisé pour créer une boucle du chemin de fer qui va faire le tour du pays? Est-ce qu'il n'y avait pas un problème? Oui, mais d'accord, mais est-ce qu'il n'y avait pas un problème de priorité? Est-ce que le gouvernement ne s'est pas trompé à un moment donné de priorité? Non, Mamoudou, je veux un peu expliquer de façon scientifique. Quand le président est venu, il y a eu plusieurs défis. Il y a d'abord un défi infrastructurel. C'est-à-dire, il a même dit dans son programme Yoonu Yokkute, qui est devenu dans le plan Sénégal émergent, où il dit transformation structurelle de l'économie, il avait en tout cas indiqué un axe, c'est atteindre des bases infrastructurelles, c'est-à-dire pour assurer des infrastructures de base à toute l'économie, puisque c'est ça qui
qui supportent le développement. Et ce défi infrastructurel devait être relevé au premier mandat. Et le président l'a rappelé, il a dit le premier mandat, je mets les, en tout cas sur l'énergie, sur l'eau, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, les routes, le transport, la mobilité urbaine. Et le deuxième mandat sera consacré au capital humain et à l'inclusion sociale. Bien que le premier mandat, plusieurs politiques d'inclusion sociale ont été déjà mises en place, la bourse de sécurité familiale, et, la couverture maladie universelle. Mais je continue. Malgré, quel que soit, Mamoudou, et vous l'avez dit, quels que soient les milliards qui seront investis, et parce que je vois certaines parties de l'opinion pensent que c'est parce qu'on a mis là 1000 milliards et qu'on pouvait prendre les mêmes milliards transvasés dans un autre domaine. Quels que soient les milliards qui seront investis, oui, à mon avis, l'inclusion sociale ne sera véritablement une réalité si le gouvernement met en place la politique sociale du président de la République dans toutes ses composantes. Ces composantes, c'est pour moi la définition d'un modèle de financement, parce que tout cela, d'un modèle de financement, oui, structurel et pérenne, qui permet de financer les filets sociaux. D'abord, la bourse de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, et nous l'avons vu au niveau de la pandémie. Oui. Si on était, le gouvernement, on avait été très fast-track, oui, on aurait pu mettre en place la caisse autonome de protection sociale universelle, qui est une vision du président de la République qui n'est toujours pas mise en place et qui permettrait, Mamoudou, je veux insister sur ça, qui permettrait à tous les Sénégalais, travailleurs du secteur formel et d'informel, en cas de pandémie ou en cas de catastrophe, d'avoir un revenu, pour chaque famille, un revenu minimum pendant cette phase. Et si on avait fait ça, et on a les moyens aujourd'hui de le faire, je suis sûr qu'il n'y aurait pas cette crise. Parce que tous les Sénégalais, même s'ils sont chez eux, auront eu un revenu minimum de base qui leur permet d'assurer leur dignité. Et donc, à côté des infrastructures, des politiques infrastructurelles, des politiques, il faut compléter la politique sociale avec des instruments qui sont déjà développés et qui sont déjà théorisés par le président de la République. Très bien. Cette émission, elle paraît longue, mais elle est courte dans la réalité. Nous allons essayer d'avancer. Il nous reste une quinzaine de minutes. De Doudouka, je rappelle que vous êtes notre invité, le jury du dimanche, et que vous êtes le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. On va revenir sur le transport aérien et on terminera tout à l'heure sur la Casamance. Là où vous militez politiquement, la Casamance, une région que nous connaissons très bien, avec également ses nombreux défis. Le transport aérien, vous parliez tout à l'heure de 4 piliers de votre plan stratégique. Vous voulez faire du Sénégal, de l'AIBD, un hub aérien en s'appuyant sur Air Sénégal. Ceux qui connaissent le secteur des transports aériens disent qu'il faut au moins 14 touchés par jour à l'arrivée pour se considérer comme un hub. Et vous avez en face de vous des concurrents. C'est Abidjan, c'est Accra, c'est Casablanca. Vous en étiez au premier pilier, mais très rapidement, quels sont les 3 autres piliers? Mais vraiment, synthèse. Pilier, voilà. Donc, il y a le deuxième pilier qui est la génération, qui est l'expérience client, parce que avec 2 objectifs. C'est d'abord la facilitation du parcours passager. Vous prenez l'avion, donc une facilitation. Et également la digitalisation. Et d'ailleurs, la pandémie l'a montré, qu'on puisse en tout cas réserver en ligne, embarquer en ligne. Donc toute la digitalisation, en tout cas des services aéronautiques. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est l'accès et la connectivité de l'aéroport Blaise Diagne, puisque l'aéroport a une ambition de devenir un aéroport de référence. Donc, il faut que l'aéroport soit en tout cas connecté et accessible aux grands centres touristiques, centres urbains, mais aussi connecté aux pays, aux centres urbains de la sous-région par un système d'aéroports régionaux secondaires de réhabilité. Et le quatrième pilier, pour finir, c'est la diversification
des activités aéroportuaires. Et là, c'est important. Là, vous l'avez dit tantôt, par la sécurisation foncière et du foncier de l'aéroport et périaéroportuaire, avec l'élaboration d'un plan d'urbanisme de détail de l'aéroport, mais des communes avoisinantes, pour maîtriser et pour valoriser le foncier périaéroportuaire. Parce qu'il y a une spéculation foncière aujourd'hui autour de l'aéroport. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de passe-droit. Non, pas du tout. C'est tout à fait dans le normal de fonctionnement. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on avait eu, on a anticipé, on est en train de mettre en place un plan d'urbanisme de détail qui permettra un plan d'urbanisme de détail, PUD, aéroportuaire et comme ça. Et parce que Mamoudou, pendant la crise qu'on a constatée, plusieurs aéroports ont été impactés. Et quand j'ai regardé les seuls aéroports qui s'en sont bien sortis, c'est Singapour et Dubaï. Et quand on regarde de plus près, qu'est-ce qui fait la différence de Singapour et de Dubaï par rapport à tous les autres aéroports? On a vu que Singapour et Dubaï sont des aéroports qui ont maîtrisé le foncier autour de l'aéroport, avec le développement d'hôtels, de centres commerciaux, de centres artisanaux, d'activités industrielles, d'industrie. Et cela est passé par une anticipation à la maîtrise foncière autour de ces aéroports-là. Pour cela, c'est important pour l'AIBD. Cela requiert de la transparence, cela requiert de la rigueur pour encore une fois, qu'une race de privilégiés n'en profite pas. Mais justement, c'est parce que quand on fait un plan, un PUD avec une maîtrise d'une structure comme AIBD qui est obligée de lancer des appels d'offres pour construire des hôtels, des centres logistiques, des espaces pour des industries aéronautiques, industries agroalimentaires, construire des centres commerciaux, c'est le meilleur véhicule pour développer en tout cas la zone périaéroportuaire, pour faire de l'aéroport une plateforme économique et touristique. Avant d'aller plus loin, réglons rapidement un problème. Le Sénégal, quand je vous dis ça, question naïve, est-il déjà un hub aérien? Vous répondez quoi précisément? Un hub, vous allez oui, le Sénégal est déjà un hub aérien, puisque le Sénégal présente aujourd'hui dans son trafic 7% de trafic transit, 7%. Donc c'est encore faible, puisque les hubs, si on regarde le Maroc, Casablanca, c'est 30%. Ouais. Donc on a encore du chemin à faire. Mais nous sommes aujourd'hui dans les mêmes proportions. Abidjan, c'est 5%, Accra, c'est 6%. Donc nous présentons des avantages en termes de coûts de transfert au Sénégal, plus compétitifs que les autres pays, même si le coût par passager au Sénégal, à cause justement de la RDIA, qui est la redevance de développement des infrastructures aéroportuaires, qui nous a permis en son temps, quand j'étais dans dans mes autres casquettes de banquier d'affaires à la BMC Capital, qui nous avait permis de structurer le financement de l'actuel aéroport. Mais qui renchérit les billets d'avion à destination Sénégal. Les billets d'avion, mais qui reste encore proportionnellement soutenable. Très bien. Par rapport à nos concurrents. Alors, parlons des entreprises sénégalaises. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères sur la plateforme aéroportuaire de l'AIBD, mais quid des entreprises sénégalaises? On a l'impression qu'elles sont un peu le parent pauvre. Beaucoup d'entreprises étrangères, vous voulez dire beaucoup? Oui, on parle beaucoup des Turcs, on parle des entreprises françaises. Oui, lesquelles en termes de nombre, les entreprises sénégalaises sont... Oui, le nombre, on sait que c'est relatif. On parle d'impact. Non, mais le modèle économique le modèle économique qui a été choisi quand on a voulu construire le nouvel aéroport, c'est un modèle de concession. Le salon d'honneur porte un nom étranger au lieu de s'appeler Teranga, par exemple. Oui, mais ça non, c'est pas le salon d'honneur, c'est le salon oui, prestige. Vous m'avez compris, prestige. Et ça, vous avez compris ce que je veux dire. Mais ça, vous avez vu, il y a eu des changements depuis mon arrivée. J'ai demandé à ce qu'il y ait quand même des salons, parce qu'ils ont 3 salons plus précis et un des salons
va porter, ou un ou deux va porter des noms sénégalisés. Et ça, c'est aussi notre défi. C'est-à-dire que quand on vient à l'aéroport, il faut se sentir au Sénégal. Ouais. Symboliquement, c'est très important. C'est très, très important. Oui. Et vous, croyez-moi, Mamadou, dans quelques mois, vous allez revenir à l'aéroport, ça sera chose faite. Mais revenons aux entreprises sénégalaises. Nous avons choisi un modèle économique sous forme de contrat de concession avec un concédant et un concessionnaire. Ouais, donc AIBD est le concédant qui représente l'État du Sénégal et la société LAS, qui est une société où AIBD a 34%, avec des Souma et Limac qui ont constitué LAS pour être les gestionnaires de l'aéroport. Et donc, de la même manière, 2AS également, qui est la société d'assistance au sol, a été confiée en tout cas à LAS et à Air Sénégal, puisque Air Sénégal détient 49% des actions de 2AS et 51% par LAS. Donc c'est un modèle économique qui a fini de prouver sa robustesse et qui demande à être amélioré. C'est pour cela, quand nous sommes venus, un des points importants que je vais aborder, que je vais entamer dans les prochains jours, c'est la révision, vous l'avez dit, du contrat de concession entre AIBD et LAS pour redéfinir les modèles économiques d'intervention des sociétés sénégalaises, puisque le modèle économique, les sociétés sénégalaises se plaignent du modèle économique, et donc nous avons trouvé des solutions pour apporter un modèle économique qui permette à tous les acteurs, que ce soit les LAS, que ce soit les gestionnaires, que ce soit des AS et les sociétés sénégalaises, de gagner véritablement, en tout cas de faire du win-win au niveau de l'aéroport. On va courir. Pape Idrissa Diop, justement, demandez-lui pourquoi il ferme les yeux devant tout ce qui se passe à la société 2AS. La société d'assistance au sol est dirigée par un Turc qui renvoie tous les travailleurs. Il est au courant, mais il pipe pas mot. Il est au courant de quoi de cette situation, d'après Pape Idrissa Diop. Mamadou, est-ce que vous savez qu'à ADP Paris, combien de licenciements on a eu? Est-ce que vous savez à Air France, combien de licenciements nous avons eu? Est-ce que vous savez à Dubai Airport, à Atlanta Airport? Au Sénégal, le président de la République avait pris une décision pour maintenir autant que se peut les emplois. Une ordonnance en disant même qu'il ne faut pas licencier. Une ordonnance. Mais une ordonnance, elle existe dans un temps. Et d'autant plus que ces sociétés de l'aéroport n'ont pas bénéficié d'appui de l'État, que ce soit LAS, que ce soit 2AS, n'ont bénéficié d'aucun appui de l'État. Donc il fallait serrer la ceinture. Elles sont en train de licencier, vous le confirmez? Non, je dis elles sont anciennes. Ces sociétés doivent serrer la ceinture pour préparer la relance. Et donc je pense que c'est une phase transitoire que nous sommes en train de prendre en charge. Et donc l'autre question, Mamadou, ça me fait revenir. L'autre, son truc à l'idée. On ne peut pas stigmatiser la France, les Turcs. C'est d'ailleurs une des raisons de la crise par Auchan, comme ça. Alors que parmi ces sociétés, certaines sont entièrement détenues par des Sénégalais ou partiellement détenues. 2AS, c'est 49%. Air Sénégal, c'est 49%. 2AS, Mamadou, 49% Air Sénégal, donc 49% État du Sénégal, donc ça nous appartient. Et dans les 51% de l'AS, il y a 18% de AIBD. Donc cela veut dire qu'en majorité par l'État du Sénégal. Deuxième chose, on ne peut pas vous dire à l'État de construire, de mettre en place des politiques d'amélioration de l'environnement des affaires et parallèlement, on menace la sécurité, même l'image, on stigmatise nos amis étrangers qui viennent investir, qui font des investissements directs au Sénégal. C'est important de le dire, de savoir un peu équilibrer les choses et de savoir qu'on est dans une économique, on est dans une pandémie, on est dans une crise économique et l'État continue d'accompagner le secteur aérien pour
atteindre les objectifs. Doudouka, si vous voulez qu'on parle de la Casamance, il faudra donner des réponses assez concises, rapidement, parce que c'est intéressant, hein, ce qu'on est en train de dire sur l'AIBD. Salou Diop, et pour en finir sur des questions relatives à l'aéroport. Salou Diop qui dit « La fin de l'état d'urgence sanitaire annoncé prochainement, c'est-à-dire le 19 mars au Sénégal, va-t-elle entraîner un assouplissement des conditions de voyage au niveau de l'AIBD ?» Et puis plus loin, c'est Karim Ndiaye. « L'aéroport international n'a pas été ménagé par la Covid-19. Un dispositif sanitaire a été mis en place pour lutter contre les cas importés, même s'il y a eu des failles. Ne pensez-vous pas que la crise sanitaire a donné raison à ceux qui jugeaient que nous n'aurions pas dû fermer l'AIBD? Ce dernier n'aurait-il pas permis de soulager l'aéroport? Très rapidement. L'AIBD n'a jamais été fermé. Et ça, c'est une exception. L'AIBD n'a jamais été fermé. L'espace aérien. Non, l'AIBD n'a jamais été fermé. Mais l'espace aérien, ça s'entend, espace aérien. Même l'espace aérien n'a jamais été fermé. Même en cas de... Il y avait une mesure gouvernementale disant que les frontières aériennes étaient fermées. Mais Air Sénégal allait chercher les ressortissants et oui, mais une réduction drastique. Oui, mais d'accord, mais l'aéroport a toujours fonctionné. Oui. Deuxièmement, pendant la période de la crise, AIBD a reçu l'accréditation d'un des aéroports les plus sécurs au niveau sanitaire, au niveau africain. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est vrai, il l'a dit. AIBD a été touché drastiquement. Moins 55% de trafic passager, moins 15% de trafic fret. Donc ce qui a entraîné, comme vous l'avez dit, en tout cas, des mesures d'organisation. Et donc, je pense qu'avec la levée de la catastrophe, en tout cas de l'état d'urgence sanitaire, en collaboration avec aussi les pays de destination, parce qu'il ne s'agit pas seulement pour nous d'imposer des protocoles qui sont des protocoles concertés entre les différentes parties. Donc je pense que l'amélioration, et pour nous, c'est important parce que là, cette reprise de trafic, c'est cela qui va nous permettre d'atteindre les ambitions, de mettre AIBD, de positionner AIBD comme un pôle aéronautique, d'améliorer le trafic et d'atteindre l'objectif du premier hub aérien en 2035. 2035. 2035. Premier hub aérien de la sous-région en 2035. Bon, on a du chemin à faire. Oui, mais je pense que l'aéroport international est déjà un des aéroports de référence. Donc il faut compléter les services aéronautiques et redimensionner, accompagner Air Sénégal. Et je pense que c'est un objectif réaliste et réalisable. Très bien. La Casamance, mais vraiment 2 minutes, j'aurais voulu accorder plus de temps. La Casamance, message de la paix, on l'a entendu au cours de ces manifestations violentes qui ont impacté la région avec même des morts enregistrés là-bas, mais aussi la Casamance qui n'a pas encore totalement retrouvé la paix, la stabilité, parce qu'on sait qu'une rébellion y a éclaté, cela fait presque une quarantaine d'années aujourd'hui. Quel est le message venant de la Casamance et en direction de la Casamance? D'abord, Mamadou, vous avez bien fait de me poser cette question parce que je ne comprenais pas pourquoi la Casamance est venue s'incruster dans cette crise comme un cheveu dans la soupe. Parce que je comprends bien qu'une certaine personne ait l'ambition d'aider le gouvernement à sortir à la sortie de cette crise casamançaise, mais les méthodes utilisées m'ont un peu interpellé. Quelle est cette personne? C'est le leader du PASTEF, comme vous le savez, qui a proposé une offre de service à l'État du Sénégal, mais un esprit malveillant pourrait penser que le moment était mal choisi. C'était un moment où il avait des difficultés judiciaires. C'est comme s'il faisait un chantage déguisé pour dire « je règle cette question et vous me réglez l'autre question ». Mais il dit qu'il est prêt à travailler sur le dossier casamançais. Pourquoi ça devrait poser problème? Même la méthode, la forme dénote d'une certaine méprise de la culture d'État et du fonctionnement de l'État.
avec une crise aussi importante de 30 ans. Mais je voudrais, comme vous l'avez dit, saluer par contre la marche pacifique des femmes casamançaises. C'est important, on parle de femmes casamançaises, Mamadou, parce que moi je suis casamancé par des femmes, parce que c'est ma grand-mère paternelle qui est de Diaken, Wolof, et c'est ma grand-mère maternelle qui est également de Cabrousse. Donc ces femmes ont lancé un message de paix, de responsabilité et d'espoir à toutes les parties. Et elles ont parlé à toutes les parties. Elles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Maintenant, c'est à nous de faire le nécessaire. Alors, oui. Landing Diédhiou, ça va vous permettre de poursuivre votre développement. Landing Diédhiou qui dit quelle est la vision de Doudou Ka pour sa ville, donc Ziguinchor, depuis qu'il est parti à l'aéroport. Lui, il dit casé. C'est vrai, j'ai pas très envie parfois de reprendre certains termes, mais je le fais par honnêteté vis-à-vis des auditeurs. Depuis qu'il a été casé, ou disons depuis qu'il est parti. Alors, à l'aéroport, il s'est éloigné de sa population et il a disparu des radars. Est-ce une bonne manière pour lui qui prétend diriger la mairie? Et puis plus loin, vous avez cette question de Bassirouba, alors qui dit avec l'émergence des nouveaux challengers comme Angélique Manga, Ousmane Sonko, etc., est-ce qu'il ne tend pas vers l'oubli? Très bien. Votre vision, mais aussi risque d'être oubliée. Oui, non, vous pourrez poser la question aux Ziguinchor et aux Ziguinchor. Bon, ça, je pense que c'est... mais ce qui est important, c'est que, Mamadou, je pense que la crise nous a démontré qu'on ne peut pas être tout le temps électoraliste. Et l'enjeu, il est économique et social. Et donc, c'est pour moi... en tout cas un peu délicat aujourd'hui de parler politique, surtout que l'essentiel pour moi, c'est d'apporter les réponses pour améliorer le développement de notre pays et plus particulièrement de la Casamance. Le président m'a confié un défi majeur, c'est de faire de l'aéroport du Sénégal, l'aéroport de Ziguinchor, l'aéroport de Cap Skirring, des aéroports internationaux de référence, en développant des pôles économiques et touristiques autour, des pôles même logistiques autour de ces aéroports-là. Vous comprendrez bien, vous l'avez dit, depuis que j'ai été nommé, 104 jours, qu'on ait pu finaliser en fast-track déjà un plan stratégique et qu'on devrait mettre en œuvre. Pour moi, l'important, c'est cela. Donc, avant de penser, pour ma part, avant de penser politique, il faut penser les blessures profondes qui sont aujourd'hui, qui ont été constatées lors de cette crise, où il faut apporter des réponses économiques, des réponses stratégiques. Et donc, tout le monde sait, Mamadou, que la personne qui a dirigé, je n'ai pas dit qui a participé, qui a dirigé l'élaboration du programme Yonou Yokote du président de la République, donc moi-même, n'a pas de problème pour avoir une vision adossée autour du PSE pour sa ville de Ziguinchor, une vision de développement. Et au moment venu, et je me ferai le plaisir, Mamadou, si vous me le permettrez, de revenir ici pour échanger avec vous en détail sur ma vision de la Casamance et la vision de Ziguinchor et du Sénégal. Une ambition politique, candidat déjà aux prochaines locales pour la mairie de Ziguinchor. Vous voyez, vous me poussez alors que ce n'est pas le moment. Pour moi, le moment, c'est de penser les blessures, qui sont des blessures profondes, qui menacent notre cohésion sociale. Parce que je termine sur ça, parce qu'il y a aujourd'hui certaines générations de politiciens pensent qu'ils ont le monopole de la vérité et qu'ils sont les seuls défenseurs des intérêts nationaux. Alors que tous les jours, le président de la République ne fait que faire avancer le pays vers l'émergence promise en 2035. Donc c'est pour cela, pour nous,
de l'exécutif, ce qui est important aujourd'hui, c'est de répondre aux attentes des populations, notamment en matière d'emploi. Merci Doudou Ka. Nous sommes à la fin de cette émission. Le jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn qui recevait Doudou Ka, directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Présentation Mahmoud Ibra Kane, à la technique Masmoup, Babacar Ndiaye, Iba Marsen, Ndiankou et tous les autres techniciens. imedia.sn, Aliou Diouf pour le texte, pour la photo Abdoulaye Silla. Réseaux sociaux, Mamadou Diagne et Biram Pouy. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.